Pas de jour férié pour l'instant R. Merci de nous rejoindre en ce 1er mai. Je suis très heureux de vous accompagner pour ouvrir des instants pratiques, bien-être ou encore tendance grâce au reportage des rédactions régionales de France 3. Vous avez forcément au moins un jean dans vos placards, c'est un incontournable et c'est une source de pollution réelle. On ne le sait pas forcément, mais la fabrication de jeans est l'une des activités les plus polluantes de la planète. Un jeune créateur a mis au point une nouvelle matière plus propre à base de lin. Nous irons à Nancy pour le rencontrer. L'Instant Air, c'est un magazine qui aborde toutes les questions. Et il y en a une que se sont forcément posées les mères. Dois-je allaiter ou donner le biberon? Pas toujours facile d'y répondre. À la maternité de Reims, le personnel soignant a été formé pour guider et orienter les jeunes parents sans jamais rien imposer. Et on commence avec un phénomène de société. Nous sommes de plus en plus nombreux à surveiller de près la qualité de notre alimentation. Regardez, 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits bio au cours des 12 derniers mois. Une réalité qui n'a pas échappé aux grandes enseignes. Les magasins spécialisés fleurissent dans les grandes villes. Mais quelles sont les différences entre ces enseignes? Ont-elles la même exigence quant au choix des produits vendus? On vous aide à vous y retrouver. Les magasins bio fleurissent, la grande distribution en plante partout, mais difficile de s'y retrouver au beau milieu de cette jungle d'enseignes. Parmi les dernières nées, Auchan Bio, le groupe teste ce magasin dans le Nord. À première vue, il n'a rien de vraiment différent des autres enseignes. Ici, le credo, c'est bio et local. Aujourd'hui, les produits locaux, vous pouvez tomber sur le poireau, issu des Hauts-de-France, les champignons pleurotes, les endives, perles du Nord, jus de pomme de l'Avesnois. Du local, mais pas seulement. Des produits ont parfois parcouru des milliers de kilomètres en avion pour arriver jusqu'ici. Pour le moment, cet Auchan Bio a passé une quinzaine de partenariats avec des producteurs locaux. Le local aujourd'hui, c'est 560 références, 10% du référencement. Côté tarif, c'est sans doute là que se distingue la grande distribution. Sur les prix, on se situe à peu près à 10% moins cher que nos concurrents spécialisés. Les magasins spécialisés sont peut-être plus chers, mais ils sont aussi plus exigeants sur l'origine des produits et les circuits courts. Exemple chez cet indépendant, membre du réseau Biocoop. Donc dans les plus mauvais mois, on est sur 25% de l'ensemble du rayon fruits et légumes qui vient de région. Et dans les meilleurs mois, on passe les 50%. Et visiblement, l'argument ne laisse pas insensibles les consommateurs. L'origine des produits est loin d'être un détail pour une partie de la clientèle. Si c'est du bio, il ne faut pas que ce soit produit en Espagne par des travailleurs venus d'on ne sait où qui sont payés de misère. Et ça, malheureusement, il y a d'autres enseignes de bio qui font ça, qui font venir des produits d'Espagne ou d'Italie, produits dans des conditions douteuses. Dans ce magasin monté par des pionniers du bio, on est aussi producteur. 100% de ce qu'on produit est planifié. C'est-à-dire qu'en plantant la salade, je sais qu'elle sera vendue. On sait qu'on va en vendre 100 à un prix correct. On en plante 100 et les 100, on les bichonne pour qu'ils soient sur une qualité optimum. Aujourd'hui, les acteurs historiques du bio voient la grande distribution comme une menace pour la filière, avec un risque d'industrialisation, car le bio, c'est aussi une histoire de valeur. Faire du local, c'est bien, mais il faut que ce soit du local partenaire, donc qui ne se fasse pas de manière individuelle entre un magasin et un producteur, mais qui puisse se faire de manière collective et planifiée. En 2016, les achats de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique ont dépassé les 7 milliards d'euros en France. Pas étonnant que la grande distribution ait un tel appétit pour le bio. Puisqu'on parle d'agriculture biologique, je vous propose de découvrir un autre phénomène qui se développe, c'est celui de ferme en ville. Alors évidemment, on doit se contenter de petites surfaces, mais avec de la persévérance, on peut faire pousser des fruits et des légumes au pied d'un immeuble. À Nantes, par exemple, Michael a créé une exploitation maraîchère en permaculture, c'est-à-dire en autosuffisance et respectueuse de l'environnement. Une autre façon de faire de l'agriculture qu'il aime faire découvrir. Si vous faites piquer par les orties, vous prenez une feuille de plantain, vous frottez sur la piqûre, et puis ça va vous soulager en tout cas le côté urticant. Mais c'est une plante très comestible qui a la saveur du champignon des bois. Il y a le plantain, mais Michael cueille aussi les pissenlits, mûres, merises, fruits de l'églantier. Et ces plantes sauvages, ces fruits transformés en confiture, il les vend sur les marchés ou à des restaurants.
Et c'est comme ça que tout a commencé au printemps 2016 sur une friche agricole allouée par la ville. Parti de zéro, ce sont ses premiers revenus qui lui ont permis d'acheter des serres pour lancer semis et plantations. Une expérience qu'il aime partager. Il la raconte à des lycéens en terminale au lycée agricole d'Ureux, à qui il explique aussi les principes de la permaculture. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et on se rend compte qu'au final, il y a moyen de faire de l'agriculture différemment de ce qu'on connaît. Et puis apparemment, ça marche bien d'après le monsieur. Et ça permet d'avoir une variété de légumes différentes. C'est super intéressant de voir qu'en fait, en laissant les plantes sauvages, en régulant parfois, vraiment en faisant de la gestion, mais vraiment abouti, on pouvait se nourrir, quoi. C'est surtout ça, quoi. Tenir compte des écosystèmes, de la nature et de son fonctionnement, intégrer le fait que les oiseaux, les insectes, les plantes interagissent et que chaque espèce peut répondre aux besoins des autres, ce sont les principes de la permaculture. Des principes appliqués totalement sur cette micro-ferme d'un demi-hectare dans les prairies de la Prévalais, aux portes de Rennes, et qui fait le lien entre le monde agricole et les habitants de la ville. Pour moi, ce n'est même pas qu'une demande des urbains, c'est une demande de la société de simplement de réunir deux mondes qui ne se faisaient pas la guerre, mais qui ne se connaissaient plus, tout simplement. Donc la ville et la campagne. Et ces projets d'agriculture urbaine sont intéressants justement pour ça. Outre cultiver la terre, produire des plants, des semences, des légumes bio de façon autonome, sans aucune aide ni subvention, la mission de Mickaël, c'est aussi de communiquer, faire de la pédagogie et prouver que ce modèle est durable et viable. Donc cette micro-ferme, elle est aussi aménagée avec des... Alors on le voit, le fil conducteur ici est de produire en respectant la nature et l'environnement. C'est aussi ce qui motive un jeune créateur de mode à Nancy. Son idée, concevoir des jeans propres, car oui, le jean que nous portons tous est l'un des produits les plus polluants au monde. Il nécessite à lui seul des centaines de litres d'eau, des pesticides, des colorants, de puissants détergents. Et si je vous dis qu'en France, on en vend 63 millions chaque année, eh bien on comprend bien l'enjeu et le jean écolo prend une toute autre dimension. À quoi ressemble-t-il ? On regarde. David Ao a réussi son pari. Dans son atelier de jeans au centre-ville de Nancy, il découpe ses tout premiers denims réalisés avec une matière jusqu'ici jamais utilisée pour les jeans, le lin. Il y a eu des versions intermédiaires avant d'arriver à ce produit-là. Elles ont été faites d'abord coton, lin, coton, et puis ensuite tout lin. On a voulu en fait tout simplement se passer du coton parce que ça pousse pas en France et que la traçabilité elle est un petit peu aléatoire. 97% de lin et 3% d'élastane pour le rendre infroissable. Une innovation dans laquelle peu de gens se sont risqués et pour cause, le lin c'est compliqué à filer, à tisser, mais pas seulement. À la base, le lin, il est difficile à stabiliser, c'est-à-dire qu'il va rétrécir forcément en machine. On avait tous eu le problème avec une chemise en lin ou un pantalon en lin. Et en plus avec de l'élastane. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis 2 ans à créer le fil et à le stabiliser. Aujourd'hui, en fait, il rétrécit, on va dire, normalement, comme un jean en coton. Le tissu a été développé à une centaine de kilomètres de son magasin par une entreprise vosgienne qui fabrique déjà du jean, Valru Industrie. En jouant la carte du fournisseur en circuit court, Davy a déjà réduit son empreinte carbone. Mais avec le lin, il passe à la vitesse supérieure, produire le premier jean écolo français, et vous allez comprendre pourquoi. Le lin est bien plus écolo que le coton. Il n'a pas besoin d'être irrigué, l'eau de pluie lui suffit. Aussi, en achetant une chemise en lin, on économise l'équivalent de 13 bouteilles d'eau. Comme le bois, il stocke bien le CO2, 250 000 tonnes par an, soit autant de rejets qu'une Clio qui ferait 62 000 fois le tour de la Terre. Il est zéro OGM et surtout zéro déchet. Toute la plante s'utilise jusque dans les matériaux composites pour alléger les voitures et les avions et économiser beaucoup de carburant. Enfin, 80% de sa production se fait en Europe, entre Caen et Amsterdam. Un produit de qualité mais plus cher, qui se répercute forcément sur le prix du jean. Par rapport à nos jeans habituels, dans le même type de grammage et dans le même type de toile, on est de l'ordre de 30% à
40% plus cher. Comptez de 140 à 160 €. Vous seriez prête, vous, à mettre ces 30% ou pas? Oui. Oui, complètement. En sachant d'où ça vient et que voilà, tout ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est une bonne approche du, je dirais pas du bio, mais presque. Un geste pour la planète. Un geste pour la planète, c'est chouette. Si le jean en lin plaît, ce sera le début d'une nouvelle série de vêtements écolos, Made in Europe. Le vivre ensemble, une philosophie que nous aimons mettre en lumière dans l'instant R. En voilà une illustration dans le Bas-Rhin avec un lieu entièrement dédié aux déficients visuels. En France, près d'1 700 000 personnes sont atteintes d'un trouble de la vision, des femmes, des hommes, qui souffrent parfois d'isolement. Cette structure imaginée par la Fédération des aveugles du Grand Est devient alors essentielle. Ici, une série d'activités sportives est proposée, un endroit convivial où l'on s'entraide quotidiennement. Allez, devant, continue devant. 3 à 4 jours par semaine, accompagnée de son chien guide Impact, Martine se rend au nouveau centre de loisirs pour déficients visuels. Après une demi-heure de marche, elle prend le train direction Strasbourg. C'est un sacré périple, mais bon, si je fais pas ça tous les jours, je reste chez moi et puis j'ai plus qu'à mourir. Que là, ça me permet de garder contact avec la société et avoir de l'autonomie, quoi. 45 minutes plus tard, elle arrive au centre-ville. Comme Martine, il existe peu d'aveugles de naissance. La première cause de cécité est le diabète. Pour Martine, c'est une scarlatine mal soignée qui lui a fait perdre la vue en 2006. Depuis, elle se bat au quotidien pour retrouver son autonomie. AAL, espace culture et loisirs. Au programme ce matin, jeux, comme ici le ping-pong adapté appelé Showdown, ou encore informatique sonore. Ils sont une dizaine ici ce matin. Souvent, les personnes, quand elles n'ont pas un but précis, elles ne vont pas sortir comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas, autonomes dans leurs déplacements, donc elles ont tendance à rester chez elles. Jeu de stratégie adapté avec des jetons en relief pour Michel et Joël. J'ai découvert ici, grâce à Thomas et son équipe, le bien-être, hein, de faire autre chose que de rester chez soi. Et puis C'est presque une nouvelle famille. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est très bien, c'est très convivial, on est toujours bien reçus. 10 heures, l'heure du café. 1 minute. Démarrage, réchauffage. Et pour Impact, l'heure d'une sieste bien méritée. Le but ici, c'est de proposer une multitude de choses. On ne se dit pas que les personnes sont handicapées. Nous, on essaie de proposer des choses qui leur permettent de bien vivre le quotidien. Ils ont envie de faire quelque chose, et je me dis, tiens, je vais le tenter. Voilà. Le handicap au quotidien, on ne le voit plus. C'est ce qui est important. Midi, l'heure de partir déjeuner. Grâce à Mobistras, un service gratuit pour toute personne à réserver 48 heures à l'avance. 15 heures, l'heure de se jeter à l'eau. Toute la petite famille s'offre un après-midi piscine à la Quai Bitseno. Martine a un rapport particulier à l'eau. Avant de perdre la vue, elle a entraîné un groupe de jeunes nageurs et a été arbitre international. Comment vous faites pour aller tout droit? Alors comment je fais pour aller tout droit? C'est-à-dire on ressent l'eau sur notre corps mieux que quand on voit et on compte les coups de bras et on doit équilibrer le tirage des bras à chaque mouvement. Pour l'instant, ils ne sont qu'une dizaine à participer régulièrement. Thomas et son équipe espèrent attirer de nouvelles personnes aveugles ou malvoyantes pour les sortir de leur isolement. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations, rendez-vous sur ce site. Vous regardez l'Instant R, la quotidienne des régions. Merci d'être avec nous. On va prendre l'air en ce jour férié. On va aller au bord de la mer, sous le soleil de la Côte d'Azur, pour sillonner le massif de l'Estérel. Un site qui offre aux randonneurs des points de vue magnifiques. Je vous emmènerai également dans les coulisses d'une comédie musicale pour suivre Gauthier. À 25 ans, il est en charge des perruques du spectacle et vous verrez que ce n'est pas une mince affaire. Mais tout de suite, abordons une question que se sont forcément posées les jeunes mamans à la naissance de leur bébé. Sein ou biberon? En France, 58 à 66% des mères optent pour l'allaitement, mais comment choisir? Comment accompagner ce choix? Comment éviter la culpabilité qui peut parfois accompagner les couples qui privilégient le biberon? Nous nous sommes rendus à la maternité du CHU de Reims où le personnel soignant a été formé pour répondre à ces situations. Clémence est née le 28 janvier. Elle est en pleine forme. Sa maman Morgane a choisi de l'allaiter comme elle l'avait fait pour sa première fille. Un moment de bonheur partagé.
J'ai choisi l'allaitement tout d'abord pour lui donner le meilleur au niveau nutritif et puis pour avoir ce contact unique, le lien mère-enfant qu'on a exclusivement avec l'allaitement maternel. Pour l'accompagner dans son projet, Vinciane, sage-femme depuis 7 ans, tout juste spécialisée dans l'allaitement, écoute et conseille. Ce que je peux vous recommander, c'est au moins pendant le premier mois, c'est vraiment donner que le sein. La lactation prend 1 mois en fait pour s'établir. Au bout d'1 mois, en fait, vous allez produire le volume que vous allez produire pendant les 6 prochains mois. Conformément à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'hôpital recommande l'allaitement maternel dans les 6 premiers mois de l'enfant pour les mamans qui le peuvent ou le désirent. Toutes les patientes n'ont pas le même projet et donc c'est à nous après de devoir nous adapter à la patiente et à lui proposer les conseils qui lui sont adaptés. Si une maman qui hésite, je pense que déjà il faut en reparler avec elle. Après on peut essayer et puis elle voit si ça lui plaît. C'est pas parce qu'on commence à donner le sein une fois en salle de naissance que ça implique de devoir le donner pendant 6 mois. Cette maman qui n'a pas souhaité apparaître à l'écran a choisi de donner le biberon à Louise, sa 2e petite fille. Des instants de plénitude absolue. J'ai hésité longuement et après j'ai vu le pour, le contre. Je voulais faciliter aussi pour la reprise du travail, pas perturber. Après j'avais fait quand même la tétée d'accueil pour voir aussi un peu. Après c'est vrai qu'avec le papa on s'était dit maintenant les laits maternisés sont très bien faits. Et puis j'ai pas eu de regret de ne pas avoir allaité comme je m'étais posé la question. Que ce soit le choix des mamans. C'est parfois arrivé qu'une dame qui donnait le biberon se dise « Ah, si j'avais su, j'aurais dû essayer la mise au sein ». Donc on a essayé et la dame n'a pas du tout aimé la sensation. Voilà, au moins elle a essayé, elle se rend compte que son choix était pour elle le meilleur. De plus en plus, on part sur donner le biberon à la demande, c'est-à-dire un petit peu comme le sein. Le sein, on dit aux mamans de donner quand le bébé a des périodes d'éveil. Le biberon, plus les choses avancent et plus on tend aussi vers cette méthode. Si on ne sait pas quoi choisir entre le sein et le biberon, je n'orienterai pas forcément directement vers l'allaitement mixte. Peut-être essayer le sein et puis tout simplement voir si ça correspond ou pas à la maman. Pour un bon démarrage de l'allaitement, il faut quand même favoriser la mise au sein. Mais au bout d'1 mois ou de 2 mois, pourquoi pas éventuellement introduire des biberons et passer à un allaitement mixte. Sein ou biberon, l'essentiel reste le bien-être de la maman et de son bébé. Et pour plus de renseignements sur l'allaitement, ce site regorge de conseils pratiques. Je vous emmène maintenant dans un endroit normalement fermé au public, les coulisses d'une comédie musicale. Priscilla, folle du désert, est jouée au Casino de Paris. Et derrière la scène, vous l'imaginez, c'est une vraie fourmilière durant le spectacle. Chacun a un rôle bien précis. Gauthier, lui, est en charge des coiffures et des perruques. Il en a plus de 200 à gérer. Il n'arrête donc pas une seconde. C'est notre instant portrait. Pendant les heures qui précèdent le spectacle, la scène est occupée. On répète, on ajuste, sans costume ni perruque. Leur tour viendra quand tout ce petit monde aura été préparé par ses mains de l'ombre. Et l'une d'elles, c'est Gauthier Magnette. On commence par baser les danseurs, danseuses, de façon à avoir de l'accroche derrière pour poser ensuite les perruques au fur et à mesure du show. Et il y en a combien Des perruques Non, de danseurs. de danseurs. Il y a 6 danseuses, 6 danseurs. Sur Priscilla, folle du désert, Gauthier est chef perruquier. Ils sont 4 dans l'équipe. Chacun a ses personnages et ses perruques. Ce qui n'est pas un luxe. Il y en a en tout 215. Celles-ci sont prêtes à l'emploi. Mais c'est ailleurs, dans l'atelier des coiffeurs, qu'elles naissent et prennent forme. Alors là, je suis sur une création pour un court-métrage de drag queen. Donc c'est 2 drag queens qu'on est en train de préparer. Donc là on est quand même dans du gros volume, la drag queen c'est assez excentrique. Là on est vraiment sur du cheveu naturel. D'accord. Qu'on peut chauffer, qu'on peut lisser, boucler, permanenter, colorer.
Tous les jours, on va travailler sur des choses différentes, que ce soit des perruques, que ce soit des matières détournées aussi. On ne fait pas que des travails de cheveux aussi, on peut faire des perruques sous forme de matériaux détournés. Je ne sais pas si ici on en a ou pas. Si, par exemple là-bas, en haut, on a ce genre de perruque où on est vraiment sur du matériau détourné. La coiffure est entrée par hasard dans la vie de Gauthier et s'est imposée allant jusqu'à balayer ses ambitions d'adolescent. Je voulais être footballeur professionnel quand j'avais 13-14 ans, donc comme beaucoup de gamins. Et c'est un voyage, je suis parti en vacances un été, je suis tombé sur une coiffeuse. Voilà, et puis je l'ai coiffée, c'est venu comme ça en fait. J'étais en 4e, je passais en 3e. Ça m'a plu de toucher tout ce qui était un cheveu, je la coiffais, des petites tresses, des choses comme ça, des choses basiques. Et je me suis dit pourquoi pas. La Champagne-Ardenne, la vie de salon, ses contraintes, la routine, tout cela n'a pas duré. Gauthier leur a préféré Paris et les coulisses des salles de spectacle. Retour au Casino de Paris. Dans les coulisses, Gauthier attend son heure entre les sorties et les entrées de scène. Hier, j'ai bouffé des cheveux tout le long de mon tableau. Ah, je suis désolé. Non, mais je les avais pas avant de partir. C'était là. Non. Ah, là, ok. Bon, je vais te les bloquer. C'est là où c'est le plus long. On est vraiment rodé, on sait à quel moment ça va sortir, à quel moment ça va rentrer. Il n'y a aucun souci logiquement, sauf peut-être des éventuels retards sur des sorties de tableau, peut-être des comédiens qui sont en retard, des danseurs, des divas. Ça peut arriver, malheureusement. C'est encore une fois le spectacle vivant, donc on n'est jamais à l'abri d'une casse au costume, d'une perruque mal ajustée ou quoi que ce soit. C'est Gauthier qui m'a coiffé. Merci mon cœur. On l'adore. Durant le spectacle, les allées et venues en coulisses sont incessantes. 2h30 pendant lesquelles le perruquier se déplace, souvent côté jardin. Là, moi, je vais de l'autre côté pour un autre changement. Et parfois côté court. À la différence du public, Gauthier a cet avantage d'avoir deux regards sur la comédie musicale, celui du professionnel et celui du spectateur dans la salle. Tout ce qui se passe sur scène, ça donne des frissons, ça fait chaud au cœur parce qu'on est conscient de ce qui se passe derrière aussi, tous les changements, tout le speed qu'il peut y avoir. Et quand on le voit sur scène, on se dit c'est juste magnifique au final. Et on regarde son travail quand on est... Et on regarde son travail et on a l'œil critique et on sait là où ça coince et là où il y a des petits couacs. Priscilla Folle du désert est jouée jusqu'au 7 juillet au Casino de Paris. Pour plus d'infos, ce site priscilla-lacomédiemusicale.fr. Allez, c'est le 1er mai, une journée pour se reposer. Pourquoi ne pas en profiter pour aller prendre l'air? Je vous emmène dans le massif de l'Estérel. C'est un massif montagneux volcanique situé au bord de la mer Méditerranée. Et il offre des points de vue étonnants qui ne peuvent pas laisser insensible. On y va. Le paradis existe et André Froliger lui rend visite chaque matin. Une balade en mer autour du Cap, un rituel depuis 55 ans. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le massif de l'Estérel et ses roches rouges qui viennent plonger dans la Méditerranée. L'été, les bateaux viennent par centaines mouillés au plus près des falaises. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Voici l'île d'Or et sa tour carrée. Son décor aurait inspiré Hergé pour la couverture d'un album de Tintin, L'île Noire. L'endroit est aussi bien connu des amateurs d'oursins, leur coin secret. Voilà, les violets. Les noirs, faut pas les manger, c'est les violets. Ça, c'est le top du top. C'est le top, vraiment le top. Et celui-là, c'est le top du top, c'est le Saint Graal. Voilà. Regardez bien avec les petits points blancs, là, les petits coups blancs. Dedans, il y a vraiment à manger. Et le port est un peu caché, quoi. Je veux dire, il faut un peu connaître le coin. Les poissons, il y en a de partout ici, c'est magnifique, quoi. Vraiment, il faut venir sur la Côte d'Azur. Au petit port du Poussailles, les habitués se pressent autour d'Olivier Bardou. Je sais pas où il est ton frère. Voilà, j'en ai mis 13 à la douzaine. Merci beaucoup. Merci monsieur. Passez une bonne journée. C'est le seul marin pêcheur ici, le plus heureux. C'est mon bureau et effectivement, je crois que je l'échangerai contre aucun autre bureau. Ouais, c'est magnifique, on a vraiment des conditions et un panorama qui est magnifique. Pour admirer le panorama, direction le Cap Dramont. Là-haut, la vue est vertigineuse
mais elles se méritent. Chaque semaine, ces passionnés d'escalade se retrouvent la tête dans les nuages et la mer à leurs pieds. C'est top! On voit toute la baie de Saint-Tropez. Le soleil, la mer, des gens sympas au pied des voies. La vie est belle. Sur le sentier du Dramont, à chacun son rythme. En arrivant ici, les promeneurs découvrent la beauté du site, son silence. Magique, franchement. C'est même difficile de lire, étant donné que le cadre est tellement beau qu'on a plus envie de regarder que de lire. C'est le petit paradis, mais il faut le garder secret, sinon il y aura beaucoup trop de monde. Alors ne tardez pas, une balade dans l'Estérel, ce petit coin de paradis. Et si le massif de l'Estérel vous a séduit, rendez-vous sur estérel-côte-d'azur.com. Vous trouverez ici toutes les informations pratiques à connaître. Et pour vivre d'autres instants découvertes, pratiques, bien-être, je vous donne rendez-vous tous les matins. L'Instant R, le magazine qui met en lumière les régions grâce aux rédactions régionales de France 3. C'est du lundi au vendredi à 10h50 sur France 3. À demain, profitez bien de ce 1er mai.